Bonjour, nous sommes le 12 février, il est 17h presque 30. Voilà, je vous montre ma terrasse et le paysage. Et vous voyez que c'est le moment propice pour faire une promenade et shooter une vidéo parce que c'est la Golden Hour. Et ici, vous avez un Golden Cat. Et c'est la fameuse Rosette. Alors là, je commence par un scoop gigantesque. Rosette n'est pas vraiment Rosette. Je me suis rendu compte il y a peu que Rosette était le chat mâle castré du voisin, 3 maisons plus haut dans la rue. Mais c'est un chat qui est tout le temps chez moi. Et voici sa sœur, Turtle. Turtle est la sœur de l'ex-Rosette qui s'appelle en fait Garfield. Alors, est-ce que vous imaginez? Donc, Rosette et Garfield. Regardez quel beau chat. Hein? Ça, c'est du chat. Hein? Et alors, elle est tout le temps ici. Bon, le voisin n'est pas très content. Je ne pense pas qu'il regarde les vidéos en français parce qu'il est luxembourgeois. Et alors là, nous avons Oxo. Ah, Oxo, c'est le chef. Oxo, c'est le plus beau, c'est le plus... c'est de l'Oxo. C'est de l'Oxo, de l'Oxo. Oxo, tu viens, on va promener? Allez, viens. Allez, viens, viens, on va promener. Bon, et alors là, évidemment, le héros du jour, notre Goliath, qui est prêt. Oxo, allez, viens vite. Oxo. Alors voilà, aujourd'hui c'est la partie 2 de cette série de 2. Je pense qu'avec cet opus que je commence maintenant, ce sera suffisant. Ah voilà, Oxo qui arrive. Garfield n'a pas droit aux promenades. Hein? Oxo s'assure que Garfield ne suit pas. Si c'était le cas... Ah ben voilà Turtle, vous avez vu, j'ai vu passer Turtle. Ah oui, elle est là, regardez. Elle est là, près de Goliath. Regardez, ça c'est bien, hein, ça c'est du vécu. Goliath et Turtle qui s'entendent très très bien. Mais Turtle n'a pas droit à la promenade. Voilà, Oxo n'est pas d'accord, c'est lui le chef. C'est lui qui décide qui fait les promenades et qui ne les fait pas. Et qui est-ce qui va faire la promenade? Eh bien, c'est Oxo et Goliath. Voilà. Et personne d'autre. C'est comme ça, moi j'y peux rien. C'est pas moi qui choisis non plus. Vous savez, cet Oxo là, c'est un tyran. Hein. Donc aujourd'hui, périménopause, épisode 2. Et dernier, espérons, mais il faut pour ça se mettre en train. Allez Goliath, vite. Allez. Oh mais c'est pas très haut. Allez, voilà, très bien, très très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par un petit résumé de ce qui s'est dit la fois dernière, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, et aussi pour mettre un peu de la clarté sur mon discours, parce que c'est quand même un thème assez touffu. Alors, Goliath, ici, j'essaye de le rattraper, parce que c'est pas par là qu'on va. Parce que si on va par là, Oxo ne peut pas aller sur la grande route. Allez, viens. Non, viens par ici, oui. Regarde, il y a Oxo qui nous attend là tout gentiment devant la barrière. Voilà. Bon, allez. Assez d'animaux pour aujourd'hui. On parle médecine et sciences. Donc le résumé de la première partie est le suivant. Je me sers de références tant pour les femmes après la ménopause ou en ménopause que pour les hommes en général durant toute leur vie. Bon, on n'est pas ici pour parler d'andropause. Et il y a Turtle qui essaie de participer, mais vous allez voir, elle va se faire dégager. Et donc, je me sers, en tant que référence, je me sers de la phase folliculaire
du cycle féminin, parce que là, il y a des taux de base tant d'œstradiol que de progestérone qui sont des taux modestes, pour lesquels il faut rester vigilant, en ce sens que surtout pas accepter accepter une dominance de l'œstradiol par rapport à la progestérone. Okay. Si déséquilibre il doit y avoir, eh bien ça va être plutôt un peu plus de progestérone et l'œstradiol doit rester modeste, parce que derrière les excès d'œstradiol, il y a le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc nous sommes ici en train de discuter de manière générale, c'est ce rapport de taux de base d'hormones, œstradiol et progestérone. Et donc le principe va rester le même dans les 3 cas de figure. Phase folliculaire chez la femme en période de reproduction avec ses règles. Hommes durant toute leur vie, et chez eux ça va bien au-delà de 50 ans. Il n'y a pas de raison que ça diminue trop. Je vais vous expliquer la condition, évidemment, pour que ça ne diminue pas trop, parce que c'est surtout sur ça que je vais me concentrer aujourd'hui. Et ceux qui ont bien suivi, ils savent déjà ce que je vais dire. C'est bien entendu matière de fonction surrénalienne. Et voilà, toujours la même chose, les glandes surrénales. Glandes surrénales qui doivent toujours être quand même en harmonie avec la fonction thyroïdienne qui est en toile de fond. Okay. Et donc, il faut de bonnes glandes surrénales pour assurer chez la femme ménopausée et chez l'homme vieillissant. On ne parle pas ici de l'homme très âgé, l'andropause n'est pas du tout mon sujet, je ne compte pas aborder ce thème d'ailleurs. Et pour tous ces cas de figure, très important de maintenir une bonne fonction surrénalienne et donc de préparer la femme dans la quarantaine pour sa ménopause. Je reçois beaucoup de demandes de femmes de 40 ans, typiquement. C'est très courant, 40 et quelques, hein, des femmes dans la quarantaine. Bon, pas spécialement en pensant à la ménopause, mais parce que, voilà, on commence à avoir quelques bobos, on se dit que ça va pas toujours être évident, qu'il faut un peu faire plus attention pour ne pas glisser subrepticement vers des maladies dégénératives, etc. Donc voilà, on a ces demandes, et alors moi, systématiquement, je vérifie la fonction surrénalienne, qui est parfois faible, parfois... Oula, oh, il y a Turtle, hein. Elle ose aujourd'hui. Je crois que c'est pour vous, parce que ça fait des semaines, si pas des mois, que Turtle n'ose pas se joindre aux promenades. Et vous voyez qu'Oxo ne lui est pas rentré dedans, hein. Alors là, ça, je suis très étonné. Oxo est là, et Turtle est là, hein. Là, vous assistez vraiment à un scoop en direct, parce que normalement, Turtle n'a pas droit. Et là, il y a un petit coup d'état, mine de rien, ici, qui se passe. Et pendant cela, Goliath nous a fait le saut de l'ange, hein. Il a fait un magnifique saut au-dessus de l'évacuation d'eau. C'est très, très bien. Donc, c'est qu'il est en forme. Bon. Alors, ces femmes qui naviguent tout au long de leur quarantaine, eh bien voilà, on leur optimise la fonction surrénalienne. Comment est-ce qu'on optimise la fonction surrénalienne? Bon, il y a 2 grandes phases à ça. Il y a, enfin, deux grandes, non, c'est pas des phases. Il y a deux grands principes qu'il faut suivre. Bon, il y en a un qui est absolument évident. C'est bien entendu l'hygiène de vie, pas trop de stress, bien dormir, du sport sans excès, pas trop en intensité, mais bien veiller à maintenir la base aérobie, etc. Et puis bien manger, une bonne fonction intestinale, et ne pas oublier la fonction thyroïdienne qui travaille en synergie
avec les glandes surrénales. Donc ça c'est évident, hein, c'est du classique. Je vous ai déjà dit ça 50 fois, je n'insiste pas. Bon, bah, écoutez, vous avez ici une promenade avec 3 animaux et moi ça fait 4. C'est tout à fait exceptionnel parce que ça fait très longtemps et jamais Turtle n'a été aussi entreprenante et hardie. Je pense que vous lui donnez un tonus que d'habitude elle n'a jamais. Merci. Alors ça c'est la phase, de nouveau je ne sais pas pourquoi je dis phase, mais c'est le volet, voilà, c'est le mot est volet, le volet de soutien surrénalien assez évident. Et malheureusement, c'est pas simple à assumer parce que c'est l'ensemble des conseils qu'on peut donner dans le cadre de la médecine fonctionnelle pour bien vieillir, pour bien rester en forme et pour ne pas développer des problèmes au fur et à mesure des décennies qui s'enchaînent. Et donc, volet A. Volet B, bien entendu, ceux qui suivent mes vidéos ont deviné, c'est s'assurer des pro-hormones surrénaliennes et les amener à des taux optimaux. Okay, par une supplémentation qui est souvent nécessaire, mais pas toujours. Il y a des gens qui ont une très très bonne fonction surrénalienne. C'est tout à fait imprévisible. Parfois, je vois des gens qui sont soumis à des grosses pressions professionnelles. Je suis persuadé que je vais trouver des glandes surrénales affaiblies, et ce n'est pas du tout le cas. Ils ont des glandes surrénales en béton. Bien entendu, parfois au niveau clinique, je me dis, ouf, il y a des problèmes, et puis je me rends compte que les problèmes sont plus du côté thyroïdien, et pas du tout, pour ces patients-là, pas du tout du côté surrénalien. Donc, sans des tests, vous savez, on ne sait pas aller très loin, on peut avoir des doutes, etc., mais de là à s'embarquer dans des traitements, il faut des certitudes, il faut des tests. Okay, et donc, Goliath qui fait ses besoins. Regardez le beau paysage qu'on a dans cette golden hour, hein, cette belle lumière dont vous profitez, ainsi que les petits animaux. Je ne vois plus Turtle pour le moment. Et donc, cette stratégie d'optimiser les pro-hormones surrénaliennes est absolument fondamentale. On a 2 molécules à doser, à supplémenter, à optimiser. C'est la pregnénolone, précurseur direct de la progestérone. Donc, on est tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est la DHEA, qui peut être vu comme un précurseur plus éloigné, lui, de l'œstradiol. Okay, bien entendu, la pregnénolone peut donner de la DHEA qui elle-même alors va éventuellement donner de l'œstradiol. Bon, tout ça est soumis à des génotypes enzymatiques des enzymes sur ces voies de conversion. Donc tous les patients ne sont pas égaux. Certains convertissent mieux que d'autres, etc. Mais il est quand même absolument flagrant qu'une bonne supplémentation en pregnénolone va vous faire énormément progresser votre taux de progestérone s'il n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que je me permets de dire qu'on ne va pas laisser l'œstradiol dominer la progestérone, parce que si on intervient pour soutenir la pregnénolone avec cette supplémentation qui est quand même sûre, qui en Europe nécessite une prescription médicale, hein. Aux États-Unis, la pregnénolone est un complément alimentaire, mais en Europe pas, donc il faut bien respecter les règles et les lois en ce domaine-là aussi. Et donc, il faut une ordonnance, mais c'est quelque chose d'assez sûr. Je suis tout à fait contre l'idée de donner de la pregnénolone s'il n'y a pas de déficit. Donc, il faut objectiver un taux. Voilà, maintenant, c'est au tour d'Oxo de faire ses besoins. Il creuse son trou. On va être discret. Et donc, ce déficit ou ce taux suboptimal de
Pregnenolone peut être corrigé de manière très sûre, vu qu'on a documenté le besoin en pregnénolone, mais pas donner de la pregnénolone à tort et à travers, parce que certaines personnes en ont beaucoup, on ne sait pas toujours pourquoi, donc on n'en donne pas. On ne donne pas ce qui est présent. Ça, c'est mon principe de base en médecine fonctionnelle. Je dose, s'il y a suffisamment de telle hormone ou de tel nutriment, je n'en donne pas et je ne me fie pas aux symptômes, parce que si vous voulez, les symptômes, ce n'est pas suffisant, c'est important, mais ce n'est pas suffisant pour dire de s'embarquer dans des traitements. On ne supplémente pas quelque chose qui n'a pas besoin d'être supplémenté. Je ne crois pas que c'est si compliqué que ça quand même. En tout cas, moi, c'est ma règle de base. Et donc, en travaillant comme ça, on amène les femmes vers leur ménopause avec une bonne fonction surrénalienne et on augmente les chances qu'elles puissent fournir, une fois ménopausées, des taux satisfaisants d'hormones sexuelles, toujours en provenance des précurseurs, des pro-hormones surrénaliennes. Alors je vous rappelle qu'on dit que ce sont des pro-hormones parce qu'elles n'ont pas de récepteur. Enfin, il est question peut-être d'un récepteur à la DHEA au niveau cérébral. Je ne pense pas qu'on puisse déjà vraiment se baser là-dessus. Ça reste encore à démontrer. En tout cas, il n'y a pas de récepteur connu à la pregnénolone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais pour le moment, on n'en a pas. Et donc, on parle bel et bien de pro-hormones. Et ces pro-hormones surrénaliennes sont en fait le traitement hormonal substitutif, le fameux THS de la ménopause, des femmes qui ont une fonction surrénalienne soit correcte, soit soutenue. Bon, c'est pas toujours suffisant. Ok, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il arrive que il faille, surtout dans la période de transition, jouer aussi avec des gels de stradiol transdermaux et des gélules ou des Oxo. Mais comment il est, hein? Pas toujours sympa, hein? Enfin, il se rattrape d'avoir subi la petite turtle que on ne voit plus, hein. Donc à mon avis, Oxo a dû à un moment donné lui dire: bon, toi maintenant tu dégages, c'est déjà bien beau comme ça. Et alors Oxo manifeste sa mauvaise humeur et son besoin de dominance sur le pauvre petit Goliath. Je serai vigilant, faut pas que ça aille trop loin. Bon, alors, est-ce qu'on parle un peu de la périménopause? Voilà, il nous reste le temps voulu pour bien insister sur cette périménopause, où je vous rappelle, mon souci est qu'il y a des fluctuations très importantes potentielles, pas chez toutes les femmes, parfois bon, c'est une baisse progressive, parfois c'est une baisse abrupte des hormones sexuelles, mais il est fréquent de trouver des phases, des cycles où il n'y a pas de règles pendant quelques temps et puis les règles reprennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ovaires ont des à-coups, hein, comme un moteur qui est un peu sur le déclin. Bon, la voiture au quête s'arrête, on attend un peu que ça refroidisse, on fait un peu tourner le démarreur et hop, c'est reparti pour un tour, et puis évidemment ça va s'arrêter encore une fois. Mais ça, c'est très ennuyeux parce que bon, quand les ovaires reprennent une certaine fonction, il peut y avoir de nouveau des ovulations, il y a de nouveau des règles, eh bien ça relâche les hormones, dont beaucoup de stradiol. Pour avoir ovulation, il y a forcément beaucoup de stradiol. Et donc, avoir un traitement hormonal substitutif hormonal avec un gel de stradiol pendant cette périménopause, eh bien moi je ne suis pas d'accord, parce que ça amène et des risques
trop d'œstradiol, et des effets secondaires, parce que quand évidemment on combine à la fois le traitement de substitution œstrogénique. Goliath, viens par là parce que, regarde, il y a plein de flotte là. Viens, viens. Non, tu veux pas? On fait pas toujours ce qu'on veut. Bon, allez, alors on va par là. Et donc, cette supplémentation d'une part, et d'autre part, de l'activité ovarienne qui se superpose, ben vous avez des pics d'œstradiol qui ne sont pas trop sécurisants. Je trouve que c'est pas prudent. J'ai pas du tout envie de provoquer ça avec un traitement. Primum non nocere, c'est la base de la médecine. Et d'autre part, évidemment, il y aura des effets secondaires, parce que quand une femme est soumise à la fois à ce traitement hormonal substitutif, que moi je trouve intempestif pendant la périménopause, et aux sécrétions hormonales ovariennes, eh bien, il y a des effets secondaires de surplus hormonal. Alors ces effets secondaires sont variables, tout dépend évidemment des proportions d'œstradiol, de progestérone, sera différent d'une femme à l'autre, sera peut-être même différent d'un cycle à l'autre, mais tout ça ne me plaît pas. Et avec ma stratégie d'optimisation surrénalienne déjà amorcée auparavant et évidemment optimisée et très vigilante et très prégnante, c'est le cas de dire, je ne devrais pas utiliser ce mot-là dans ce genre de thème. Mais donc une optimisation de la fonction surrénalienne durant toute cette phase de périménopause, et ben voilà, le tour est joué. On n'a pas beaucoup de symptômes, les patientes se trouvent bien et on évite risques et effets secondaires. Les traitements médicaux ne sont pas faits pour occasionner des effets secondaires et ne devraient pas aboutir à des risques. Primum non nocere. Moi, je n'aime pas de prescrire des choses qui sont à risque, tout simplement. Alors bon, parfois, les femmes ne sont pas suffisamment aidées, et bon, chaque cas est différent. Hein. De nouveau, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parfois, il faut donner un petit peu de gel d'œstradiol en complément. Je le fais sur base de tests. Si je vois que ma stratégie surrénalienne est faible, est trop faible du côté œstradiol, et que la patiente se plaint avec des symptômes de manque d'œstrogène, les trucs classiques, les phénomènes de sécheresse, les bouffées de chaleur, en particulier nocturnes, l'insomnie, parfois de la tristesse, un manque d'entrain, ben, je peux parfaitement ajouter une petite quantité, en général une pression, un sprouch comme je dis, c'est pas très médical, enfin bon, en anglais on dit squirt, d'où la tendance à passer au français sprouch. Où est-ce qu'il est mon oxo? Bof. Ah oui, je le vois. Il est à la limite de son territoire. Il est sur le poteau là, mais vous ne le voyez pas, c'est pas suffisamment. Moi je le vois. Il est sur le dernier poteau là-bas et il n'est pas hors territoire aujourd'hui. Parfois il sent. Ah mais on a 5 minutes. Non, on a plus de 3 minutes. Goliath, on va retrouver Oxo? Allez, viens. Et on va retrouver Oxo. Allez, on va finir avec Oxo. Donc voilà, on peut évidemment optimiser, compléter ce principe surrénalien à la base avec des petits ajouts. Alors, je viens de mentionner l'œstradiol. Rien n'empêche d'utiliser un gel, une crème,
un ovule vaginal de progestérone bioidentique si on constate, sur base de tests et de symptômes qui se corroborent bien, si on voit que le côté progestéronique est trop faible. Okay, et donc ça, on peut corriger aussi. Alors, une des manières de voir qu'il y a insuffisance progestéronique, c'est quand les cycles qui persistent ou qui ont repris dans ce cadre de périménopause deviennent courts, ce qui veut dire que la phase lutéale s'essouffle, elle est courte, et ce sont des femmes qui ont normalement des cycles de 28 jours et puis qui passent à 23 jours, etc. Et puis vous testez vers le 19e jour, vous voyez, oui, la progestérone est insuffisante, eh bien vous en ajoutez un peu. Ah ben, on a bien fait de redescendre, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une vidéo animale exceptionnelle. Un Goliath, 2 turtles qui débarquent, on ne sait pas trop d'où. Ces chats, hein, c'est quand même incroyable, ces animaux sont incroyables. Et puis Oxo, vous voyez Oxo sur son... Ça c'est sa clôture, ça c'est son poteau préféré, c'est de là qu'il domine son territoire. Bah, écoutez, on va finir avec les animaux, hein, parce que, vous savez, c'est quand même important les animaux, il y en a qui n'aiment pas. Bon, bah écoutez, chacun son truc, hein. Mais c'est quand même des bêtes. C'est quand même, allez, regardez un peu ça. Oh oui, elle est gentille. Hein, c'est un bon chat ça. Et alors on va finir sur Oxo. Ah oui, vous voulez me voir, hein, en général vous voulez me voir, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a la bonnette. Alors, je ne sais pas comment je fais, je n'arrive jamais à me cadrer. Je ne suis pas foutu de savoir pourquoi je n'arrive pas à me cadrer. Bon ben voilà, hein. Bonnette, il fait froid, il fait 0 degré, il y avait -5 ce matin. Voilà, d'ailleurs, je retourne le truc, la lune, il va encore y avoir une nuit glaciale, on annonce -6. Et là, vous avez le maître des lieux, notre chef à tous. On dit qu'un chien a un maître, mais on dit qu'un chat a un esclave. Eh bien, je pense pouvoir vous dire que je suis effectivement cet esclave. En tout cas, merci pour votre fidélité. Voilà, on a fait le tour, on a fait nos deux vidéos sur la périménopause. Et alors, on va changer de sujet et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, merci.